Tu sais, souvent on entend des gens dire oh attention, tu vois, ou même dans les médias, attention, hein, avec ça, on file vers 1984, hein, ça va être Big Brother, hein, attention. Tu vois, ils mettent ça au futur. Moi, je prétends totalement qu'on vit déjà dans 1984. C'est pas attention, faut lire 1984 pour pas y arriver, on y est déjà. C'est juste que 1984, à la limite, c'est même trop visible. Bonjour, nous sommes mercredi 23 mai 2012. Aujourd'hui, on se rencontre avec pour principal objectif de parler de votre livre qui est sorti, ça fait déjà un moment. Est-ce que vous pouvez nous rappeler la date de sa disponibilité? Oui, bonjour Eddy, bonjour aux auditeurs. Bah, le livre, donc Poussière dans l'espoir, est sorti début février. Voilà, donc ça fait quelques mois déjà. Très bien. Est-ce que vous pouvez un peu, tout en restant bien entendu nébuleux, nous parler de ce qui est, de ce qu'on peut s'attendre à y trouver en termes de contenu. Ouais, alors je suis assez mauvais pour pitcher, hein, mais je vais essayer de faire un effort. Donc, bah, le livre raconte en fait le parcours d'un personnage notamment, qui est un personnage qui s'appelle lui-même Anthony, qui est professeur d'anglais et qui grosso modo sent que la France va pas terrible, quoi. Il sent comme un malaise, mais il a du mal à mettre des mots dessus. Il sait pas trop pourquoi ça va pas. Bon, lui-même, il travaille dans une banlieue difficile, donc a priori, on pourrait croire que bah, c'est tout simplement ça qu'il ressent, quoi, des élèves énervants et tout. Il est très énervé d'ailleurs, mais il sent que ça va au-delà, quoi, que quelque part, les élèves chiants de la cité, c'est une conséquence de quelque chose d'autre, de plus grand, et qui touche un sujet beaucoup plus vaste. Donc, il va avoir un parcours bon, sur lequel j'imagine on reviendra au cours de l'interview, mais un parcours de prise de conscience en fait des différents problèmes qui se posent. Et donc on suit ce personnage et on suit également son groupe d'amis avec qui il dialogue très souvent. Un groupe, ils sont 5 en tout. Voilà, qui représentent plusieurs catégories de français moyen de base, on va dire. Voilà, on a donc Anthony qui est prof, on a Alain qui lui est un peu un glandouilleur, très conspirationniste en fait. Donc lui, il traîne plus sur Internet, il fait des petits boulots liés à l'informatique. On a le personnage de Momo, Mohamed, qui lui est ouvrier, donc voilà, issu de l'immigration, mais euh, chose qui est malheureusement pas assez répandue, mais on espère que ça se répandra, qui est un musulman patriote, voilà, catégorie qui existe encore assez peu dans la société, mais catégorie qui existe et qui est très intéressante. On a Alex qui lui est un journaliste. Alors journaliste, pareil, personnage assez intéressant qui commence en étant tout simplement un petit journaliste de base qui travaille pour le journal de la ville, donc pas, voilà, c'est le bas du bas de l'échelle, mais qui a pas mal d'ambition et qui essaie de s'élever au cours du roman. Donc ça va être assez intéressant de suivre ce parcours de journaliste qui veut monter les échelons, parce que je vais essayer de montrer que c'est pas facile d'avoir des idéaux de liberté liés à la presse et en même temps de les appliquer quand on monte dans la hiérarchie. Et enfin, le dernier personnage qui est Franck, qui est un personnage de policier. Voilà, donc 5 personnages qui chacun vont faire leur route au cours du roman. Et ça me permet évidemment de diversifier les situations grâce à ça. Très bien. Alors déjà, je n'ai préparé aucune question, hein, c'est vraiment du temps réel. Ce qui me vient à l'esprit là tout de suite, c'est tu parles de personnages, donc en fait, ton livre n'est pas autobiographique. Alors non, effectivement, le personnage principal s'appelle Anthony comme moi, il est prof d'anglais comme moi, et il travaille dans une ville où j'ai travaillé, où je ne travaille plus, qui est Aulnay-sous-Bois. Alors effectivement, ce départ-là, si tu veux, si vous voulez, peut être vu comme autobiographique, mais c'est vraiment
juste le point de départ, quoi. Après, tous les événements, il s'agit d'un roman, hein, je sais même pas si on l'a précisé, euh, tous les éléments qui vont lui arriver sont totalement fictifs, ne me sont pas arrivés, même si évidemment il y a des points communs, hein, quand je décris le métier de prof, là je peux décrire des choses qui me sont éventuellement arrivées, que ce soit le côté inspection, etc. Mais sinon, non, tout est inventé, les relations entre les personnages sont inventées. J'avais pas du tout envie d'écrire sur moi-même, j'avais envie d'écrire un récit représentatif, euh, voilà, donc qui est mais fictif. Par contre, ce qui n'est pas fictif dans le roman, ce sont toutes les petites informations que je donne. C'est-à-dire, je donne pas mal d'informations sur l'Union européenne, sa réalité, certaines directives qui ont été données et qui nous mettent dans le pétrin aujourd'hui au niveau de la France. Tout ça est réel. Ce sont des informations réelles. J'ai voulu que, voilà, je voulais pas dire n'importe quoi. Le récit est fictif, mais c'est pour donner une démonstration du réel à côté. Et est-ce que tu as des retours en fait sur ton livre, étant donné qu'il y a déjà des gens, là tu le présentes, mais il y a déjà des gens qui l'ont lu, euh, parce que en fait, quelles sont les différentes, les combien d'intentions, quels étaient les buts derrière ton livre en fait? Comme c'est un premier ouvrage, souvent on parle de difficultés dans un premier ouvrage parce qu'on a tout un esprit de synthèse, tout un passif qui est assez écrasant et qu'il est très difficile de faire une première œuvre. D'autant l'âge, l'âge passant, ça devient de plus en plus compliqué. Est-ce que tu as renié des choses et par contre combien as-tu réussi à intégrer dedans voilà d'initiatives en fait? Qu'est-ce que tu veux qui en ressort? Y a-t-il une multitude de choses que tu as réussi à mettre comme trame ou comme idéaux, comme but? Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette dimension qui a l'air compliquée, mais Oui, c'est une question très très complexe et vaste. Euh, alors, moi, comment dire? Bon, sur les retours que j'en ai eu là, pour commencer par le début, en général, les retours sont très positifs. Après, on peut toujours se dire que ceux qui n'ont pas aimé vont pas forcément te contacter pour t'insulter, quoi. En général, ils disent rien. La difficulté du premier roman, moi, je l'ai souvent entendu et je pense que c'est vrai, c'est qu'on a tendance à vouloir tout mettre dedans. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des écrivains, en fait, écrivent toujours le même livre, grosso modo. C'est-à-dire que comme on met tout dès le premier, parce qu'on a envie vraiment on a plein de choses à dire, on veut toutes les dire. Euh, du coup, on a tendance après dans les livres suivants à réécrire la même chose de façon différente, mais sur le fond, en fait, c'est un peu toujours le même livre. Moi, bon, ben, on verra ce que ça donnera pour le deuxième, puisque j'espère quand même en écrire d'autres. Mais c'est vrai que là, j'ai mis énormément de choses. Moi, je voulais montrer déjà la capacité de prise de conscience. Ça, c'était important. C'est pour ça que le personnage principal, euh, en fait, c'est aussi le narrateur, mais qui n'est pas du tout omniscient. C'est-à-dire, il commence un peu bête comme ses pieds. Et effectivement, petit à petit, il prend conscience, mais il n'a pas de révélation gigantesque qui fait qu'à la fin, il sait tout. Même à la fin, il peut encore se tromper, et c'est l'interaction avec les autres personnages qui révèle la vérité, en fait. Et j'ai laissé pas mal de liberté au lecteur de finir les raisonnements ou de tirer lui-même les conséquences du dialogue qu'il vient de lire, par exemple. C'est-à-dire, moi, je suis pas là pour faire un cours, si tu veux, dans le roman. Il y a des personnages qui peuvent faire un cours, mais d'autres qui vont donner un autre point de vue. Et après, au lecteur de décider lui-même ce qu'il faut en conclure. Tu vois, à partir de sa propre expérience. Euh, c'est pas un essai. Et ça, je voulais vraiment. Ça, c'est vraiment un des buts du roman. Je voulais pas dire voilà la vérité, c'est ça. Je voulais montrer des choses réelles. Je voulais montrer comment mes personnages y réagissent. Et ensuite, je veux que le lecteur lui-même essaie peut-être de faire un peu le même parcours que mes personnages, se reconnaissent en eux, mais parfois le lecteur peut être exaspéré par la réaction de certains des personnages, parfois il peut être d'accord, parfois il peut être surpris. Ça c'était un des buts essentiels. Après, sur le fond,
Qu'est-ce que je voulais montrer? Ben, je voulais montrer un panorama, si tu veux, des problèmes de la France à l'heure actuelle. C'est-à-dire, déjà, l'impossibilité totale d'analyser ces problèmes. Ça, c'est vraiment la pierre angulaire, parce que c'est pas tout d'avoir des problèmes, si tu veux. Dans le pays actuel, avoir des problèmes, c'est pas le problème, j'allais dire, entre guillemets. Le problème, c'est qu'on ne peut même pas analyser quel est le problème, parce qu'on nous a enlevé tous les outils d'analyse. Il y a une propagande qui est très très forte, une propagande sur les mots. Et d'ailleurs, je parle plusieurs fois d'Orwell dans le roman et de la novlangue et de la double pensée. C'est-à-dire qu'on a toute une série de termes, de concepts qui sont matraqués toute la journée, à la fois par la télévision notamment, par la pub, toute une série de concepts qui en fait nous empêchent d'analyser la réalité. On peut entendre un Étienne Chouard, par exemple, qui est très doué pour parler du terme démocratie. Ça, c'est totalement vrai. On nous parle toute la journée du fait qu'on est dans une démocratie. Bah, c'est ce qui fait ça devient, si tu veux, une prémisse qui n'est même plus à démontrer. Moi, j'aimerais qu'on me le démontre qu'on est dans une démocratie. Tu vois, quand un peuple, par référendum, rejette une constitution et que 2 années après, elle passe par le traité de Lisbonne, moi, j'aimerais savoir en quoi ça représente une démocratie. Donc, déjà, le terme démocratie, il faudrait le prouver. Il y a tout un tas de termes comme ça que je décris dans le roman et que j'explique, qui servent à empêcher de penser. Par exemple, les termes racisme, xénophobie, facho. C'est très intéressant. Par exemple, les gens qui définissent qui est fasciste aujourd'hui, ce sont des gens qui sont prêts, par exemple, à casser la gueule à ces fascistes. Tu vois, ou à les empêcher de parler en les prenant au porte-monnaie. C'est-à-dire que si on était vraiment si on définissait bien les termes et si on regardait la situation en face, le fasciste, c'est quand même celui qui utilise de la violence et de l'intimidation pour empêcher quelqu'un d'autre de parler, tu vois. C'est pas juste quelqu'un qui exprime ses idées. Or aujourd'hui, c'est inversé. Ça, ce sont des antifascistes, tu vois. Donc voilà, il y a tout un tas de termes et en fait, du coup, tous les concepts sont brouillés et on ne peut pas analyser quels sont les problèmes. Et ça, c'est vraiment ce que j'essaie de montrer dans le roman et je pense que j'y arrive. Je dis ça très immodestement, je pense que j'y arrive à peu près. C'est que le personnage principal n'arrive pas à comprendre ce qui ne va pas chez lui, tout simplement parce que il ne peut pas trier parmi les mensonges et parmi les vérités. Mais il va quand même rencontrer certaines situations où la vérité, si tu veux, la vérité, elle a quand même toujours un autre goût. Elle a quand même un goût meilleur que les autres. Et donc, même s'il a du mal à différencier, il va quand même sentir des choses qui sont plus vraies que d'autres, et surtout qui mettent des mots sur son malaise. Alors après, dans le livre, il y a aussi des événements, notamment un grand événement totalement fictif, qui est un événement d'attentat, bon, je vais pas le décrire parce que je laisse la surprise au lecteur, de voir ce qui se passe et comment ça se passe et quelles en sont les conséquences, mais je pense que c'est un événement qui est fictif et qui permet de prendre conscience. Et bon, on reviendra peut-être dessus tout à l'heure dans tes questions si tu le souhaites. Oui, alors la manière dont tu as décrit ton livre me fait penser et colle un petit peu à la génération dont tu fais partie, dont je fais partie aussi. J'ai l'impression que tu as voulu ton livre euh, un peu comme on pouvait avoir des livres dont vous êtes le héros, où tu as quand même une dimension de liberté, hein, quand tu parlais justement de la possibilité en fait tu n'as pas imposé tes conclusions idéologiques, tu as amené tout un contexte qui permet quand même à la personne et je trouve ça assez noble de pouvoir lire un livre sans que tout lui arrive cuit et mâché dans la bouche, où il est obligé de malaxer lui-même en fait sa matière grise. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi, ça me fait un peu penser au côté interactif du jeu vidéo. Est-ce que tu n'as pas réussi quelque part ou fait un livre qui colle en fait à l'époque contemporaine? Écoute, c'est possible. En tout cas, si j'ai réussi, un des buts aurait été atteint, pardon. Mais ouais, ouais, ce que je voulais dire là-dessus, en fait, c'est que comment dire, quand tu lis, si tu veux, un essai, tu vois, t'as des très bons essais à l'heure actuelle, des essais de Michéa, d'Alain Soral, avec son Comprendre l'Empire, des vidéos bon, j'ai cité Étienne Chouard, mais j'aurais pu en citer d'autres. Il y a plein de gens qui font un excellent travail à l'heure actuelle. Euh, mais le problème, si tu veux, de ces livres-là, c'est que il faut être presque un peu convaincu à l'avance pour les lire,
C'est-à-dire soit parce que tu as regardé une vidéo de la personne qui, du coup, t'as intrigué. Mais, si tu veux, ça défend un point de vue qui est, qui est parfois assez, comment dire, c'est pas facile de pas se sentir presque rejeté, tu vois, si t'es pas du tout dans cette pensée-là au départ. Euh, Moi, ce que je voulais avec la forme roman, et je pense que c'est ça que je peux apporter, c'est que ça peut. Enfin, moi, je pense que ce livre peut être lu par n'importe qui. Tu vois, même quelqu'un qui n'est pas du tout consommateur d'idées de la dissidence entre guillemets. Euh, Même quelqu'un Tu, qui a tu jamais. as, en fait, tu Oui, apprenais pardon. l'accessibilité et tu as essayé d'effacer toute dimension de prosélytisme quelque part. Alors non, pas vraiment parce que le livre est prosélyte. Hein, ça défend évidemment quand même un point de vue, mais tu peux y entrer et faire un parcours, tu vois, parce que comme je te dis, le personnage, il te dit pas qu'il va te dire toute la vérité d'entrée, tu vois. Quand tu lis un essai j'en sais rien, sur le nationalisme, sur l'empire, sur ce que tu veux, il y a un point de vue qui est défendu, point. Voilà. Alors que là, finalement, même si t'es pas là pour ça, pour entendre parler de ça, t'as quand même toute une histoire. C'est un vrai roman, c'est-à-dire qu'il y a aussi toute une histoire avec un côté un peu thriller, tu vois, de personnages comme ça. Il leur arrive quand même des choses. Il y a une enquête policière, il y a toute une scène qui se passe dans un commissariat d'interrogatoire. Bon, tout ça, je laisse au lecteur le fait de le deviner, mais tu vois, tu peux, quelque part, un lecteur lambda qui s'intéresse pas trop aux idées nationalistes ou dissidentes, il peut aussi rentrer par là, tu vois, il va pas être tout de suite repoussé. Il peut laisser de côté parce il y a aussi des références, tu vois, que je fais des clins d'œil à plein de choses dans le livre. Bon, bah, peut-être qu'il va pas les comprendre tout de suite, mais ça l'empêchera pas de continuer, tu vois, parce qu'il va pouvoir s'intéresser tout simplement au côté, encore une fois, thriller, ou, euh, ou à ce qu'il arrive au professeur dans son métier, parce que j'en parle un peu aussi, pas trop, mais un petit peu. Et donc, je pense que ça peut permettre d'attirer des gens qui sont pas du tout du milieu dissident, ça peut les permettre de les y amener progressivement, tu vois, mais par petites touches. Il n'y a pas besoin de les violer, entre guillemets, en leur assénant des choses auxquelles ils ont jamais réfléchi et auxquelles ils pourraient pas vraiment comprendre d'un seul coup. Mhm. Alors on sent que tu as bien compris, on va dire, au moins le monde médiatique et la propagande qui nous est imposée, parce que tu utilises clairement la même intensité de technique avec justement une collision d'un nombre de personnages et de destinées qui fait qu'à l'intérieur tu as un petit peu comme des mondes imbriqués où tu as toute une dimension d'intrigue de polar, tu as tout un parcours, un rite initiatique à la fois de prise de conscience, mais dans le monde professionnel de deux ou trois intervenants, etc. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une dimension justement de se réaccaparer les armes entre guillemets de Babylone parce qu'on sent vraiment la même dimension qu'il peut y avoir dans les séries très complexes écrites à plusieurs scénaristes, les séries américaines, où la complexité et le nombre d'intervenants et de collisions entre personnes qu'on peut voir dans la Japanimation. Est-ce que tu as voulu faire une œuvre sur le même gabarit, à la fois pour plaire, mais en amenant justement tout ce qui dedans à s'interroger sur tout ce qui te déplaisait du monde et de l'idéologie médiatique qui nous a imposé. Alors sur ce côté stratégique, presque publicitaire, moi je l'ai pas conceptualisé au moment de l'écriture, si tu veux. Mais je pense que c'est des choses qui jouent, tout simplement parce que j'avais aussi envie de faire un livre euh, qui soit pas chiant, déjà. Je pense vraiment, moi, tous les retours que j'ai eus, c'est que le livre se lit vraiment très facilement et qu'on s'ennuie pas. Ça, c'était vraiment très important. Et je pense que dans cette dimension-là, j'ai forcément incorporé, plus ou moins consciemment, bah, les choses que tu décris, c'est-à-dire peut-être le rythme qu'on peut voir dans les séries télévisées, par exemple, ou avec certains rebondissements, tu vois, lancer des choses auxquelles on s'attend pas. Plusieurs personnes aussi m'ont dit que ils lisaient ça presque comme on voyait un film, c'est-à-dire qu'il y avait un côté assez cinématographique. Ça m'a surpris d'ailleurs. Plusieurs personnes m'ont fait cette réflexion que ils verraient très bien ça adapté au cinéma parce que
on voit les scènes en les lisant, si tu veux. Et donc je pense qu'il y a un côté très graphique en fait dans le roman, alors que je ne me perds pas dans des descriptions et dans des longues phrases, tu vois, descriptives. C'est vrai que le style est assez vif, donc ça aussi, ça peut rappeler, comme tu disais, peut-être la japanisation, mais peut-être plus les séries télévisées, on va dire, américaines hein, évidemment, parce que les séries télévisées françaises, c'est bon, on n'en parlera même pas pour rester courtois. Mais donc oui, tous ces éléments, effectivement, sans doute se retrouvent dans le roman, mais c'est pas si volontaire que ça, si tu veux. C'est juste parce que j'ai essayé de faire quelque chose d'entraînant. Et quelque part, j'ai essayé d'écrire un livre. Ça, c'était un de mes objectifs. Un livre que moi-même j'aurais aimé lire, tu vois, que j'aurais aimé acheter et qui m'aurait donné envie de continuer jusqu'au bout. D'accord. Alors, ce qui est intéressant dans ton livre, justement, c'est que tu pars de faits réels pour aller dans la fiction, le romantisme, pour euh, euh, parler encore de faits réels. Il y a une espèce de va-et-vient et de yo-yo comme ça, mais qui rend ton livre assez spécial parce qu'en fait, déjà, tu as énormément développé l'humour. Seulement, il y a un effet, tu en as parlé tout à l'heure, il y a un événement catalyseur vers le milieu du livre qui à un moment en fait a vraiment un effet et ça c'est vraiment assez, je trouve assez intéressant dans ton livre parce que ça peut casser l'humour, ça peut ramener les pieds sur terre et pourtant c'est bizarre parce qu'en fait la première partie de ton livre, en fait comme elle touche la vie privée, le lecteur n'est pas capable de différencier les faits réels qui t'ont servi comme socle du romantisme que tu amènes dedans. Euh, et pourtant, l'effet catalyseur qui peut rebuter le lecteur à la moitié du livre euh, est lui un fait qui historiquement n'existe pas, mais qui aurait pu se produire ailleurs. Alors c'est très intéressant parce que moi je connais personnellement des gens qui ont bloqué au milieu du livre à cause de cet événement catalyseur. Est-ce que toi, tu as eu des retours similaires où les gens ont pu aller jusqu'au bout de ton œuvre à chaque fois? Moi, c'est mon cas, hein, j'ai été jusqu'au bout de ton œuvre. Mais est-ce que quelque part, cet événement catalyseur permet pas de découpler tes lecteurs en deux catégories? Eh ben complètement, complètement. C'est-à-dire que moi j'avais eu ton retour effectivement où tu m'avais dit ça, qui m'avait pas tant surpris que ça. Et depuis, j'ai eu plusieurs lecteurs qui m'ont fait la même remarque. Alors il y a plusieurs camps. Hein. Il y a le camp de ceux qui effectivement n'aiment pas trop parce que en fait le début du livre, et même si c'est essentiellement fictif, bien sûr, mais à quelque chose de très réel. C'est-à-dire tout pourrait être vrai si tu veux. Voilà, les faits que je décris, les informations que je décris, elles sont réelles, ça c'est clair. Je tiens à insister là-dessus. Mais les événements qui en découlent, les conversations qui en découlent, tout ça est fictif. Mais ça pourrait être réel. Alors que effectivement, le catalyseur dont tu parles, donc disons-le, hein, même si c'est pour reprendre le terme des séries, en spoiler, enfin, on dévoile l'intrigue. Effectivement, il y a un attentat. Alors, encore une fois, bon, je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais je pense que c'est important d'en parler quand même parce que c'est un événement énorme dans le livre qui effectivement fait que la deuxième partie du livre euh, change. Effectivement, là, moi, en fait, je verse dans l'anticipation, si tu veux. Euh, au niveau des lecteurs, il y en a certains qui ont adoré. Il y en a certains qui ont vraiment adoré que du coup, je passe à quelque chose qui est plus de l'ordre du futur, si tu veux. Qu'on se dise, tiens, ouais, ça va peut-être arriver. Et alors, qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là? Et tout ça, je le décris. Et je décris quelle est, par rapport à la situation actuelle, par rapport à tout ce qu'on est en train de faire à la France, tu vois, par l'immigration massive et pas du tout intégrée, par les directives européennes qui font qu'on a une perte de souveraineté. Tout ça, selon ce qui se passera dans le futur, ça aura des conséquences, et ça peut avoir des conséquences particulièrement dramatiques. Et c'est ça que moi je décris dans la deuxième partie du roman. Alors il y a des lecteurs qui ont adoré justement, que je verse là-dedans, et il y en a qui au contraire préféraient le côté
un peu quotidien, assez calme finalement de la première partie, où je suis plus dans le roman social, si tu veux, où je décris la façon dont les personnages évoluent chacun dans leur propre milieu, où ils analysent la situation actuelle au fil des conversations. Ça, effectivement, ça se transforme un petit peu dans la deuxième partie, même si pas totalement, parce qu'en fait, il y a cet événement catalyseur, mais même si c'est un élément central, ça n'occupe pas tout l'espace quand même de la deuxième partie. Hein. Donc voilà, donc c'est vrai que oui, il y a ce lectorat qui est coupé. En règle générale, quand même, les gens finissent le livre, mais il y en a quelques-uns qui, ouais, du coup, ont moins accroché et ont pas toujours fini le livre après ça. D'accord. Alors tu me parlais justement de deuxième partie avec anticipation. Donc si on renvoie anticipation et prophétie. Alors comme ton livre est sur un socle de réalité et romancé, bien que tu n'as pas encore énormément, je crois, de lecteurs, moi je crois pas hein, personnellement aux prophéties. Dès lors qu'on les écrit, les gens en prennent conscience. Le fait d'en prendre conscience, c'est le savoir. Le fait de savoir rentre dans la culture et comme on reproduit que ce qu'on connaît, les prophéties, à une époque certainement où il y avait très peu d'ouvrages, de livres et aucune multiplicité des supports, les prophéties étaient vouées à se réaliser. Mais est-ce que, à ta petite échelle, euh, une partie de ce qui est romanesque dans ton livre est devenue réalité après l'avoir écrit? Alors, je vais répondre à ta question. Une remarque préalable. Je pense pas que ce soit qu'on puisse parler de prophétie, tout simplement parce que d'après moi, les prophètes, enfin le principe d'une prophétie, si tu veux, c'est que ça annonce quand même quelque chose euh, qui est quasiment inenvisageable au moment où on la prononce. C'est-à-dire, c'est pour ça que ça en fait une prophétie, tu vois. C'est quelque chose qui annonce un événement totalement improbable, et c'est ça quelque part après qui va confirmer le fait que la personne était bien un prophète. C'est-à-dire que sans être un prophète, elle ne pouvait pas le prévoir. Moi, si tu veux, je parlerai pas de prophétie dans mon truc parce que je pense vraiment que ce que je décris est tout simplement une suite logique et qui n'est pas du tout improbable. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, je pense que tu fais peut-être allusion au fait que mon livre est sorti en février et que depuis, on a eu notamment ce qu'on a appelé la tuerie de Toulouse. Est-ce que c'est à ça que tu faisais référence? Oh non, ça fait un moment que j'ai lu ton livre et je l'ai pas relu avant de te questionner aujourd'hui. Ok. C'est- Bah écoute, c'est marrant alors que tu fais ça parce que moi, il y a des personnes justement qui m'ont fait la remarque euh, après que mon livre soit sorti. Donc on a eu cette affaire de Toulouse là où on a eu trois enfants juifs qui se sont fait tuer euh, et où on a eu également, enfin également des militaires, mais apparemment ça passe à la trappe. Faudrait qu'on nous explique un petit peu pourquoi ça a fait une affaire d'État dès lors que c'était les mêmes événements, mais sur des enfants juifs. Bon, sans doute que effectivement, dans une époque qui privilégie la sensiblerie, ça s'explique. Hein. Mais il y a sans doute d'autres raisons. Et en tout cas, certains ont dit, tiens, tu vois, toi tu prévoyais un attentat qui se produirait en France, et voilà, depuis il y en a eu un. Et évidemment, moi, c'est à beaucoup plus grande échelle. C'est quelque chose de beaucoup plus spectaculaire parce que je voulais faire un parallèle avec le 11 septembre, si tu veux. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Encore une fois, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est le ping-pong entre ce que je dis qui est fictif, mais aussi une réalité. C'est-à-dire, si je parle d'un attentat, c'est évidemment pour parler aussi du 11 septembre. Voilà. Donc, évidemment, je pense que la thèse officielle est une absurdité totale, et je l'explique dans le livre. Pourquoi et comment. Euh, mais cette affaire toulousaine, si tu veux, ça a été décrit donc comme un attentat et presque comme un mini 11 septembre, quoi. C'était à nouveau l'islamiste fou furieux qui déteste l'Occident, tu vois, avec un parfum antisémite là-dedans. Enfin bref, il y avait tous les événements pour une tragédie médiatique, si tu veux, qui n'a pas manqué d'avoir lieu, en plus en période électorale. Euh, et donc, en ce sens-là, je pense qu'effectivement, le livre a annoncé quelque chose. Mais si tu veux, pour moi, l'affaire toulousaine, par exemple, c'est une répétition. C'est-à-dire,
on teste un petit peu comment ça réagit, tu vois. Est-ce que tout de suite va y avoir de la théorie du complot qui va se répandre? Est-ce que ça va passer? Médiatiquement, ça a fonctionné, mais c'est retombé assez vite finalement. Donc c'est pour ça, moi je pense que c'est sans doute un peu un test. Mais je pense qu'on n'est pas du tout à l'abri d'avoir que les événements que je décris dans mon livre se réalisent, c'est-à-dire d'avoir un attentat à grande échelle qui se déroulerait en France ou en tout cas en Europe, parce que on le voit actuellement, on a une crise très grave et on voit pas trop comment elle va pouvoir se résoudre en dehors d'une nouvelle guerre. Hein. Moi, je pense franchement qu'on va vers la troisième guerre mondiale. Je suis pas le seul à le dire, là, on commence à être très nombreux à le dire. Et tout simplement parce que des crises de cette ampleur, c'est quand même plus grave que la crise de 29 à laquelle on a droit en ce moment. Des crises de cette ampleur se sont toujours terminées par des guerres, quoi. Donc on voit pas pourquoi cette fois-ci ça se résoudrait par autre chose. Donc mais dans cette époque très médiatique qu'on connaît avec la télévision, pour faire croire encore aux mensonges de la démocratie, il faut quand même que le peuple veuille bien aller à la guerre, si tu veux. Et c'est quand même très compliqué. Enfin, non, c'est pas si compliqué que ça d'ailleurs, mais enfin, c'est beaucoup plus subtil qu'avant. Il faut convaincre les opinions, et on le voit. Les États-Unis, ils auraient très bien pu aller en Afghanistan, en Irak, partout. Ils auraient pu le faire, tu vois, mais comme c'est censé être une démocratie, il fallait quand même convaincre le peuple. Et le 11 septembre, ça a servi à ça. Nous, je pense que pour nous hâter de faire une guerre, notamment contre l'Iran, mais aussi d'autres, des guerres à grande échelle, je pense que certains événements sont nécessaires. Tu vois, des événements qui vont choquer le peuple. Euh, et c'est en ça que, moi je me perds peut-être un peu dans ma réponse, mais c'est en ça que je pense que mon livre est tout à fait réaliste à ce niveau-là. Hein. Et pour revenir à ton livre, au moment où tu écrivais justement de l'anticipation, tu t'es confronté à un problème d'ordre de morale, en te disant que même peut-être pour un premier livre, si tu as très peu de lecteurs, et les événements dont tu nous parles réels, qui sont mis en scène, n'as-tu pas peur quelque part que tu fasses partie peut-être des gens dans lesquels des scénaristes qui mettent en scène réellement ce genre d'attentat puisent des idées? Alors pas du tout, parce qu'à ce niveau-là, je suis très modeste. Je pense que, si tu veux, les gens au sommet, les gens qui manipulent l'opinion, les gens qui se rencontrent dans les différentes réunions, de la trilatérale, du Bilderberg, de toutes ces choses dont on commence à avoir conscience, mais il y a sans doute plein de groupes qu'on connaît même pas, tu vois, qui existent. Euh, je pense que ces gens-là, tout simplement, sont d'excellents sociologues, d'excellents analystes, qui sont bien supérieurs à tout ce qu'on peut voir dans la dissidence, entre guillemets, euh, et bien supérieurs à moi aussi en termes d'analyse et de connaissance, de toute façon, parce que la force, c'est la connaissance, tu vois. Moi, je dispose d'informations parce que je recherche, que j'écoute, que je fouille, que je trie aussi, parce qu'il faut pas tout prendre. Mais les informations dont je dispose, ce n'est qu'une infime quantité par rapport à ce que les gens du sommet peuvent savoir, tu vois. La puissance, c'est le savoir, tu vois. C'est parce que tu connais D'accord, les mais choses. est-ce Et que tu seras... bah, juste pour finir, donc je pense effectivement que en raison de ma petitesse, parce que voilà, j'ai pas beaucoup de lecteurs et en raison sans doute du manque d'informations générales aussi, auquel on peut pas avoir accès tout simplement, bah, je ne pense pas non qu'on s'inspirera de mon livre pour créer quelque chose. Par contre, on peut s'inspirer de mon livre pour prendre conscience et pour prendre conscience de ce qu'on nous prépare justement. Et comme il faut quand même, on n'est pas encore en dictature totale, si tu veux, et qu'il faut encore jouer le jeu de la démocratie, je pense que prendre conscience des choses et des risques, ça peut peut-être leur mettre des bâtons dans les roues, quoi. Mais encore une fois, à mon modeste niveau. Hein. D'accord, mais si jamais tu recevais des... Enfin, s'il se produisait réellement quelque chose que tu avais écrit dans ton livre via anticipation et que tu devais, comme il arrive à certaines personnes, recevoir des menaces de mort à cause de la concordance, éventuellement changer d'avis. Tu me demandes si je changerais d'avis, c'est ça? Ouais, là je fais la parallèle parce que tu as déjà eu des remarques sur ton livre par rapport
aux attentats qu'il y a eu et à tes écrits de type anticipation. Euh, Tu as par exemple la conférence de Toulon sur la Troisième Guerre mondiale d'Alain Soral, où il avait prophétisé en fait justement une partie de la tuerie, qui reçoit justement des menaces de mort. Donc est-ce que c'est pour l'instant, tu ne prends pas ce genre de possibilités en compte, mais si jamais tu devais recevoir des courriers de ce type, est-ce que tu changerais d'avis et est-ce que tu te poserais des questions en termes de moralité sur justement le fait de faire une œuvre quelle qu'elle soit qui pour comment dire être aussi accrocheur, vendeur quelque part se risque à faire de l'anticipation. Alors, non, je changerai pas d'avis, évidemment. Je pense vraiment que ce que je décris est la réalité de notre monde actuel. Même si ça se passera pas forcément comme ça, hein, ça c'est le risque quand tu fais de l'anticipation. Après, est-ce que je me renierai ou est-ce que je partirai en chialant et en m'excusant auprès de tout le monde comme l'ont fait certains? Bah écoute, ça serait très immodeste de ma part de dire ah non non moi je ferai face, je ferai front, etc. Honnêtement, bah on verra si ça m'arrive. Tu vois, je veux pas commencer à jouer les prétentieux parce que c'est trop facile tant que rien ne t'est arrivé de dire ouais moi tu vas voir ce que je vais faire. Donc la vérité c'est que je n'en sais rien. J'espère que je ferai front si ça arrive. D'un autre côté, le fait est que je ne prends pas plus de risques que nécessaire parce que je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Par exemple, pour l'instant, j'ai décidé de pas spécialement montrer mon visage, tu vois, comme un Emmanuel Ratier, par exemple, dont on ne voit jamais la gueule. D'ailleurs, il y a une vidéo qui était sortie de lui où on le voyait là dernièrement, et il l'a vite fait retirer. Je pense que, tu vois, en fait, ça sert à rien, si tu veux, de provoquer le risque pour le risque. Après, si mon livre circule, si ça commence à m'attirer des ennuis, eh ben, je pense que je les assumerai. Mais encore une fois, je veux pas jouer les vantards parce que c'est trop facile, si tu veux, c'est trop facile tant qu'il t'est rien arrivé de commencer à dire que ouais, tu vas être le grand héros. Voilà, jugez-moi le jour où ça m'arrivera. Ok, la question qui me vient à l'idée aussi, c'est pourquoi te lancer dans la littérature? Est-ce que tu ressens, via ta prise de conscience, un besoin de changer de mode de vie ou... Alors, je n'écris pas pour en vivre parce que je, enfin, si tout d'un coup j'avais le succès, peut-être que je me poserais la question, mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Euh, ce, comment dire, moi, si tu veux, j'ai écrit depuis très longtemps d'ailleurs, même à l'époque où j'étais pas conscient de grand chose. J'aimais déjà écrire, alors c'était beaucoup plus banal, tu vois, beaucoup plus. J'aimais bien écrire dans l'heroic fantasy, tu vois, donc c'était et dans la science-fiction. Donc bon, il m'est resté le côté anticipation de la science-fiction, mais voilà, c'était pas du tout des sujets de fond, si tu veux. Donc la littérature, bah, je la pratique tout simplement par goût. Et, et voilà, mais là, j'ai l'impression quand même que, si tu veux, fixer les écrits, ça aide à progresser tout le monde, quoi. Ça m'aide à progresser moi, parce que tu fixes quand même des choses. C'est Si tu veux, quand tu réfléchis, quand tu discutes, etc., c'est assez désordonné. Quand tu écris, tout de suite, il faut mettre les idées en ordre. Quand tu écris un livre, il faut faire un plan, il faut savoir où tu veux arriver, par quelles étapes tu veux y aller. Et ça te force aussi à fixer le cheminement de ton raisonnement, quoi. Donc moi, ça m'a fait progresser d'écrire. Et évidemment, après, je suis ravi de pouvoir livrer mes propres conclusions à d'autres pour les aider eux-mêmes à faire ce cheminement, quoi. Donc je trouve que c'est beaucoup plus efficace qu'une vidéo, etc. Et puis le livre, ça a quelque chose qui reste, si tu veux, les écrits restent. C'est un média qui est de plus en plus négligé, mais qui est vraiment très très intéressant. Et en écrivant ton livre, le fait de devoir justement passer par tout un travail, un cheminement
de mise en scène littéraire, est-ce que quelque part, en devant broder pour la mise en forme au-delà du fond des fois, est-ce que tu penses que ton livre, tu peux sans t'échappe en fait une certaine, tu as pu véhiculer des comment dire, des informations ou une ligne directrice au-delà même de ce que tu souhaitais au début? Est-ce que est-ce que l'écriture du livre aussi, souvent on parle de ça, c'est que finalement au bout d'un moment le livre s'écrit quasiment tout seul parce que tu as posé toutes les bases. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Effectivement, moi, ça m'a fait ça avec mes personnages. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai bien cadré quel était leur caractère, quels étaient leurs traits principaux, si tu veux, leur histoire, même si je la décris pas forcément, hein, leur histoire, leur passé, je la décris pas forcément dans le livre, mais dans ma tête, cette histoire, ils l'ont, quoi. Donc ils ont chacun leur personnalité qui est différente, toutes les personnalités sont différentes les unes des autres. Et effectivement, du coup, lorsque je commençais un dialogue, parfois mes personnages m'ont porté, parfois les personnages effectivement sont allés dans des directions de leur personnalité qui fait que j'avais pas forcément envisagé que ça aille dans cette direction, si tu veux, la conversation. Après, c'est un parti pris. Est-ce qu'on contrôle totalement ces personnages ou est-ce qu'on les laisse finalement être en cohérence avec eux-mêmes, quitte à ce que le chapitre qu'on avait commencé ne soit pas exactement celui qu'on voulait. Donc moi j'ai choisi de faire un peu entre les deux, c'est-à-dire les personnages, bah voilà, quand une discussion partait dans une autre direction, mais que ça restait intéressant et cohérent, bah je l'ai laissé. Donc effectivement, mes personnages ont une certaine liberté. Cela dit, au niveau des événements, là, j'ai suivi le plan, si tu veux, que je voulais suivre. Donc même si les personnages peuvent parfois réagir avec leur propre personnalité, qui parfois m'a dépassé, c'est vrai, il n'empêche que tous les événements, eux, restent rigides, j'allais dire, tu vois, sont imperméables, parce que les personnages ne contrôlent pas, si tu veux, ce qui leur arrive la plupart du temps. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Ok, et tu as quel âge là? Alors j'ai 30 ans. D'ailleurs, D'accord. ça me permettrait de faire une remarque parce que je pense que je suis dans l'âge presque idéal pour écrire, si tu veux. C'est-à-dire que je pense qu'avant, on est trop jeune. Les mecs qui, à 20 ans, moi j'en vois beaucoup là dans nos milieux pseudo-dissidents, j'en vois beaucoup qui se prennent à 20 ans, tu vois, ça y est, ils ont regardé une vidéo de machin, et donc du coup, ils ont tout compris, et puis ils vont te faire la leçon sur Facebook, sur leur blog éventuellement, et puis bon, tu les verras jamais dans le réel. Donc c'est essentiellement des prétentieux voilà, qui croient avoir tout compris, et puis qui auront peut-être changé d'avis dans les années qui viennent, etc. Je pense que après, tu vois, vers 40 ans, quand tu as une famille, des enfants, tu vois, que t'as ton boulot et tout, je pense que t'es presque... t'as plus les ressources mentales, si tu veux, pour remettre en cause le monde. Parce qu'en fait, ça te demande de remettre en cause tellement de choses dans ta vie et de prendre tellement de risques avec ta vie qui est assez installée à ce moment-là, que mentalement, c'est pas possible de faire cette prise de conscience à ce moment-là. Moi, 30 ans, je pense que c'est bon, je suis un peu entre les deux. Tu vois, je commence à établir ma famille, j'ai ma situation qui commence à être à peu près établie, même si je suis en train de changer. Et en même temps, j'avais encore la jeunesse d'esprit, si tu veux, pour pouvoir avoir une prise de conscience. Et je pense que c'est essentiel de le faire à ce moment-là, parce qu'avant c'est trop tôt, même si c'est pas plus mal, hein, mais c'est quand même trop tôt pour pouvoir prétendre avoir une cohérence. Et après, c'est presque trop tard. Et d'ailleurs, on le voit, hein, les gens entre 40 et 50 ans, sans dire du mal d'eux, parce que tu vois, ils ont leur vie, ils ont leur quotidien, mais ils sont pris par ce quotidien, et qui fait que c'est trop pour eux. Et moi, j'ai un peu milité, et j'ai vu, quand tu parles à cette catégorie de la population, ils veulent pas, quoi, tout simplement. Ils veulent pas remettre en cause quoi que ce soit, parce que ouais, ça remettrait en cause trop de choses dans leur vie, donc ils ont un blocage.
Ok, donc tu as complètement anticipé ma question, donc je passe Désolé. pas de problème, je passe directement à la suivante. Effectivement, comme tu l'as dit, et ça se sent quand on lit ton livre, que même si c'est un premier livre, tu as dû ébaucher au fil des années justement bon nombre de textes, on va dire d'envergure en termes de longueur inférieure. Car moi qui suis quelqu'un qui est regardé énormément de supports, je suis quelqu'un qui suis très difficilement surprenable en termes scénaristiques, et c'est quelque chose que tu as quand même très bien réussi sur la fin de ton ouvrage. Euh, alors en fait, y a-t-il une question dans ce que je dis? Bah, peut-être pas, mais en tout cas, ça me permet quand même d'apporter un commentaire là-dessus. Effectivement, le côté roman permet justement de faire des rebondissements, etc. dans l'histoire, et on peut dire que la fin est vraiment travaillée au niveau justement du récit, et je pense est vraiment intéressante, je dirais même peut-être jusqu'à dire peut être passionnante, tu vois, pour le lecteur, parce qu'il va se laisser porter, il va être surpris, je pense il sera intéressé par les rebondissements. Alors évidemment, je n'en dirai pas un mot parce que il faut vraiment laisser la surprise là-dessus. Là, c'est le plaisir de la lecture du récit, quoi, si tu veux. C'est pas forcément le plaisir de réfléchir ou de prendre conscience de quelque chose. C'est juste le plaisir de lire quelque chose d'agréable, et encore une fois, bon, bah, je laisse au lecteur le plaisir de la découverte là-dessus. Très bien, alors bon, on est en temps réel, hein, donc j'ai pas vraiment d'autres questions qui me viennent en tête. Envisagerais-tu un prochain ouvrage? Serait-il de type suite au premier, ou irais-tu carrément dans un tout autre registre? Alors c'est vrai que le livre se termine de façon suffisamment ouverte pour éventuellement en faire une suite. D'ailleurs, certains m'ont demandé si j'allais faire la suite. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, même si j'aurais éventuellement des idées là-dessus. Honnêtement, là, j'ai vraiment dit énormément de choses dans ce livre. J'espère les avoir bien dites. Ça, c'est d'après les retours que j'ai, ça a l'air d'être plutôt bien dit, mais c'est à chaque lecteur de juger de ça. Et donc, si tu veux, j'ai dit tellement de choses que j'ai pas forcément d'inspiration pour l'instant pour écrire soit un autre ouvrage, ni même une suite à ça. Euh, voilà, donc j'attends, si tu veux, que l'inspiration me vienne. J'ai des idées qui flottent, mais là pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. D'accord, alors tu es un bien plus gros, mais ce n'est pas difficile, lecteur que moi, en termes d'ouvrages littéraires. Est-ce que est-ce que ton livre, moi, il me paraît vraiment y avoir une vraie originalité dans ton livre. Est-ce que si tu devais comparer, enfin, si tu as la connaissance d'un ouvrage similaire, pourrais-tu nous en parler? Est-ce que tu peux comparer ton livre? Est-ce que tu penses qu'il fait partie d'une époque où on peut quand même attendre un espèce de renouveau dans la littérature? Est-ce qu'il correspond bien à son temps? Est-ce que tu as quelque chose à nous dire là-dessus? Bah, c'est très difficile à dire pour moi parce que, si tu veux, les auteurs contemporains m'intéressent très très peu. Donc je n'en lis quasiment aucun. Euh, après, moi je t'en ai déjà parlé, il y a d'autres inspirations, je veux pas faire croire qu'il y a que celle-là, mais moi pour moi vraiment le livre d'Orwell 1984 c'est vraiment une référence là-dessus parce que tu sais souvent on entend des gens dire oh attention, tu vois, ou même dans les médias, attention, hein, avec ça on file vers 1984, hein, ça va être Big Brother, hein, attention. Tu vois, ils mettent ça au futur. Moi, je prétends totalement qu'on vit déjà dans 1984. C'est pas attention, faut lire 1984 pour pas y arriver, on y est déjà. C'est juste que 1984, à la limite, c'est même trop visible. Tu vois, t'as cette image de Big Brother qui est très caricaturale, où t'as les affiches partout. Nous, finalement, c'est Big Brother, mais avec encore plus de subtilité, qui fait on se rend compte de rien.
Si tu veux, quand dans le livre d'Orwell, par exemple, tu as le personnage principal, il réécrit le passé, tu vois. C'est-à-dire que quand tout d'un coup, l'un des grands pays déclare la guerre à un des grands autres, euh, tout d'un coup, il réécrit toute l'histoire pour dire qu'ils ont toujours été en guerre contre eux et que l'autre, la troisième force, a toujours été leur allié. Et ça, c'est très intéressant sur l'écriture de l'histoire. Mais le mec qui réécrit l'histoire, il le sait, tu vois. Il s'en rend bien compte. Il n'a pas le droit de le dire, évidemment. Il n'a pas le droit d'en parler. Mais, parce que t'as la police de la pensée qui veille, mais il le sait quand même. Nous, je crois que c'est beaucoup plus subtil, c'est qu'on vit dans une époque où même la plupart des propagandistes, par exemple à la télévision, la plupart, pas tous évidemment, mais la plupart ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils se rendent même pas compte eux-mêmes qu'ils réécrivent l'histoire sur plein de sujets. Ils se rendent même pas compte eux-mêmes qu'ils donnent des informations totalement fausses. Euh, c'est impressionnant. Sur la Libye, par exemple, les journalistes sont convaincus de ce qu'ils disent, tu vois, alors qu'ils ne disent que des conneries sur les massacres. Il y a quand même plein d'informations depuis qu'on circulait là-dessus. C'est évident. Moi, j'avais fait une interview de Robert Ménard. Il reconnaissait tout ça, tu vois, qu'on connaissait que les vraies informations sur le massacre des Noirs et tout, voilà, ce sont des vraies informations, le massacre des Noirs en Libye, par ces grands démocrates, soi-disant, du Conseil national de transition. Tu vois, ces informations, elles circulent, mais c'est pas grave. Les journalistes, ils t'en parlent pas, ou très très peu, et puis de toute façon, ça rentre quasiment pas dans leur message quotidien. Et ça, tout ça, tu vois, c'est beaucoup plus de subtilité finalement que dans 1984, où c'en est presque caricatural. Big Brother, il est très caricatural. Le Big Brother dans lequel on vit aujourd'hui, il n'est pas caricatural, il est très subtil. Même s'il a tendance à verser de plus en plus dans la caricature, parce que la façon dont on nous vend les droits de l'homme aujourd'hui, par exemple, ça devient quand même risible, quoi. À chaque fois qu'il y a du pétrole, on te dit, oh là là, les droits de l'homme. Ouais, oh, ok, ça devient presque trop systématique. C'est peut-être ça la faiblesse d'ailleurs de la propagande actuelle, c'est que elle marche tellement depuis tellement d'années qu'au bout d'un moment, elle finirait presque par se voir. Mais enfin, aux dernières élections, on a quand même eu Sarkozy contre Hollande au deuxième tour avec des gros pourcentages, hein, donc ils sont pas tellement en danger, hein. Ok, Anthony, écoute, c'est pas les questions qui me manquent, mais c'est plutôt, je voulais rester dans un, Plutôt le comment dire, temps. non, même pas. On est sur le virtuel, on est un petit peu dans le temps infini. Mais tu voulais justement que ça reste accessible en termes de durée, en termes de longueur. Donc, est-ce que tu veux clôturer ou en allez, on va dire en quelques phrases, comment pourrais-tu nous vendre ton livre et nous inciter à le lire, vu que c'est quand même un livre, au moins de mon point de vue, de qualité. Bah déjà merci, merci pour ce compliment, mais effectivement, enfin je suis pas un bon vendeur, hein, je suis pas du tout publicitaire. Donc bah écoutez, je pense que le livre déjà est agréable à lire. Je pense que vous vous ennuierez pas. Il coûte 16 euros. Il s'appelle Poussière dans l'espoir. Vous pouvez l'acheter uniquement sur mon site, qui est anthony-irigoyen.fr. Donc bon, bah, vous tapez Poussière dans l'espoir, Poussière au pluriel, dans le moteur de recherche. Vous tomberez directement sur mon site. Vous pouvez en lire des extraits sur le site principal, et puis sur le blog qui est consacré au livre, vous pouvez lire les premiers chapitres. Donc voilà, vous pouvez vous faire une idée du style, de est-ce que ça vous ennuie ou pas, en n'oubliant pas effectivement que, comme on l'a dit, il y a quand même un énorme changement et qu'on verse dans l'anticipation vers le milieu du roman, donc par définition, ça, vous ne pourrez pas le lire dans les premiers chapitres qui sont en ligne. Donc, bah voilà, après, ça marche à la confiance. Est-ce que vous avez envie d'essayer de soutenir aussi un jeune auteur, voilà, dont c'est le premier livre, parce que bon, bah, je pense que c'est important de faire passer le message par différentes formes. Moi, ce que j'avais dit dans une interview sur Republic, c'est que moi, ma contribution, si tu veux, à la prise de conscience, c'est vraiment par une nouvelle forme, la forme du roman, tu vois, qui est trop sous-exploitée dans nos milieux. Il y a beaucoup d'essais qui sont excellents et moi j'ai rien à rajouter dessus, tu vois. Si vous les connaissez, voilà, vous lisez Michéa, vous lisez Soral, vous pouvez pas vous tromper.
Euh, il y a pas de problème là-dessus. Moi, ça n'aurait rien apporté de plus que j'écrive un nouvel essai. Par contre, je pense que j'apporte quelque chose de plus avec la forme roman. Je pense que je peux attirer euh, un public qui n'est pas déjà conquis. Voilà, je peux l'attirer par une nouvelle, par une histoire, par un récit, voilà, qui peut le captiver. Donc n'hésitez pas, bah, même à l'offrir si vous êtes des dissidents en herbe et que vous avez du mal à aborder les sujets avec vos amis, avec votre famille. Je pense qu'offrir ce livre, par exemple, est un très bon moyen de pouvoir aborder des sujets parce que voilà, ça choquera pas d'entrée comme peut choquer une vidéo aussi bien faite soit-elle, tu vois. Voilà, quand c'est trop brut, quand c'est trop abrupt, ça, ça peut provoquer un phénomène de rejet. Là, avec ce livre, je pense que non. Donc voilà, bon bah là j'ai fait un petit peu ma publicité, j'ai essayé de me vendre comme je pouvais. Je pense que vous vous ennuierez pas du tout avec ce livre, voilà, que vous regretterez pas de l'avoir acheté. Et évidemment, je me tiens également à la disposition des lecteurs pour les échanges. Hein. Mon mail est présent sur mon site, mais aussi dans le livre, je l'ai remis pour tous les échanges avec les lecteurs. Vous pouvez également me parler sur Facebook. Hein. J'ai un compte Anthony Irigoyen. Irigoyen, ça s'écrit H-I-R-I-G-O-Y-E-N. Et voilà, donc je suis aussi à disposition pour les échanges avec les lecteurs, pour essayer de continuer un peu le travail commencé dans le livre. Donc voilà, donc bah, Poussière dans l'espoir, n'hésitez pas, c'est un bon livre. Et j'arrête là ma publicité. Et ouais, parce que pour finir sur une note d'humour, bah, t'es pas si mauvais comme commercial en fait. Donc on sent déjà que tu sais de quoi tu parles. Forcément, tu es l'auteur. Donc on sent que ce n'est pas un nègre qui a écrit ton livre. Et tu as, c'est Ah vrai, oui, pardon, excuse-moi de t'interrompre, non, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'humour, on l'a peut-être pas assez souligné, parce qu'évidemment, bon, voilà, c'est une interview, on peut pas, c'est un peu difficile à retranscrire, mais j'ai mis énormément d'humour dans le livre, et ça aussi, beaucoup de mes lecteurs on dit qu'ils avaient bien ri à beaucoup de scènes du livre, parce que le but, c'est de vraiment encore une fois, de pas être chiant. C'est-à-dire, voilà, on peut faire passer des idées tout en rigolant. Et il y a le personnage d'Alain, notamment, qui est le conspirationniste de service. Il voit des théories du complot partout, y compris là où elles sont d'ailleurs, mais parfois là où elles ne sont pas. Et c'est un personnage vraiment haut en couleur qui a beaucoup, beaucoup d'humour, quoi. Et une façon de parler, une gouaille qui est assez sympathique. Donc voilà, je termine sur le fait que à ce niveau-là, c'est assez sympathique aussi. ok, c'est vrai que ton livre a le mérite, on va dire, de ramener par la fiction les gens au réel, alors que les médias ont tendance à utiliser la mise en scène du réel pour emmener les gens, les emprisonner dans la fiction. Donc je pense que ton livre est assez indispensable, surtout que comme tu le dis dans les parenthèses très très larges et vastes de la dissidence, il tape forcément sur il va forcément ouvrir des portes à des gens que, on va dire, les poids lourds de la dissidence ne peuvent pas forcément atteindre, parce qu'on a tous des contraintes par rapport à notre propre parcours et angle de vue. Et je pense que tu élargis en fait les parenthèses, ces parenthèses en fait. Voilà, donc je pense que c'est quand même un livre assez incontournable. Et ce serait même à regretter qu'il ne reste accessible que par ton auto-édition, et ce serait agréable, je pense, et sain de pouvoir le trouver dans des réseaux de dissidence en termes d'édition littéraire. Hein. Voilà. Écoute, la logique voudrait qu'il le soit, mais les frictions, parce qu'il y a aussi des choses personnelles qui jouent parfois, les frictions font que pour l'instant, c'est pas toujours le cas. Mais pourquoi pas, moi je suis tout à fait ouvert à n'importe quelle proposition en ce sens, et je te remercie de ce que tu as dit. Bah, merci à toi, Anthony, et à une prochaine fois peut-être. Merci, à bientôt.